Imaginez qu'un matin, vous vous réveillez et découvrez que toute votre vie n'est qu'un jeu vidéo complexe, et vous en êtes le personnage principal. À première vue, cela peut sembler être le scénario d'un film ou d'un roman de science-fiction. Cependant, ces dernières années, cette idée gagne en popularité non seulement parmi les écrivains de fiction, mais aussi parmi les scientifiques et les philosophes. Ils envisagent sérieusement la possibilité que notre réalité ne soit qu'une simulation créée par une civilisation extrêmement avancée. Qu'est-ce qui les pousse à y réfléchir? Pourquoi cette théorie gagne-t-elle en traction? Et quels sont les arguments pour et contre l'hypothèse de la simulation? Explorons ensemble ces questions fascinantes. L'idée que nous vivons dans une simulation intrigue l'humanité depuis longtemps. Elle est liée au fait que la conscience de chaque individu est comme un regard de l'intérieur du monde, et il est difficile d'être certain que ce monde est une réalité objective. Un des exemples les plus célèbres de cette pensée philosophique se trouve dans la philosophie ancienne. Platon, éminent philosophe grec ancien, dans sa célèbre allégorie de la caverne, a décrit un groupe de personnes qui voient seulement des ombres sur le mur de la caverne toute leur vie et croient que c'est la seule réalité. Il est parvenu à cette conclusion à travers ses réflexions sur la nature de la connaissance et de la réalité. Platon pensait que ce que nous percevons par nos sens n'est qu'un reflet de la vraie réalité, qui existe au-delà de notre perception immédiate. Selon cette allégorie, imaginez un groupe de personnes qui, dès leur naissance, sont enchaînées dans une caverne sombre. Elles ne peuvent voir que le mur devant elles, où se projettent les ombres des objets passant devant un feu derrière elles. Ces personnes perçoivent les ombres comme la seule réalité, car elles n'ont jamais rien vu d'autre. Cependant, si l'une d'elles s'échappe et voit le monde réel à l'extérieur de la caverne, elle comprendra que les ombres n'étaient qu'un faible reflet de la vraie réalité. Dans ce sens, nous pouvons être d'accord avec Platon, puisque notre compréhension de la réalité est limitée par ce que nos sens nous montrent. Nos yeux voient des couleurs, nos oreilles entendent des sons, mais en réalité, les couleurs et les sons en tant que tels n'existent pas. Les couleurs ne sont que des réflexions de différentes longueurs d'onde de lumière que notre cerveau interprète comme des sensations colorées. Les sons sont des vibrations de l'air que nos oreilles perçoivent et transmettent au cerveau comme des signaux auditifs. Ainsi, nos sens créent pour nous une certaine image du monde qui peut différer considérablement de la vraie nature de la réalité. Et mon chat Martin, dans cette image du monde, est en réalité une malédiction enchantée lancée sur mes chaussons par une ancienne civilisation. René Descartes, l'un des philosophes français les plus célèbres du XVIIe siècle, est considéré comme l'un des fondateurs de la philosophie occidentale moderne. Il cherchait à trouver des bases inébranlables de la connaissance à une époque où la science et la philosophie subissaient des changements significatifs. Dans son ouvrage « Méditation métaphysique », Descartes remet en question tout ce qu'il savait, souhaitant distinguer la vérité de l'erreur. Descartes a commencé ses réflexions en décidant de douter de toutes ses convictions, même les plus fondamentales. Il se demandait si toute son expérience de la vie n'était pas un rêve ou même une illusion créée par un trompeur tout-puissant. Cette méthodologie radicale du doute l'a conduit à rechercher une vérité absolument certaine. En réfléchissant, Descartes est parvenu à la conclusion qu'il existe une seule chose dont il ne peut douter, c'est qu'il doute. Et le doute, à son tour, est une forme de pensée. Ainsi, il a exprimé la célèbre affirmation « Cogito ergo sum », je pense, donc je suis. Cela signifiait que le simple fait de penser confirmait son existence en tant qu'être pensant, indépendamment de la réalité de tout le reste qu'il percevait. Cette conclusion a servi de base aux réflexions ultérieures de Descartes sur la nature de la réalité et de la conscience. Il soutenait que la conscience est primaire par rapport à la matière, et tout ce que nous percevons à travers nos sens peut être mis en doute. Descartes est devenu le fondateur du rationalisme, une position philosophique qui affirme que la véritable connaissance peut être atteinte par la raison et la logique, et non seulement par la perception sensorielle. À l'époque de Descartes, il n'y avait pas de notion de réalité virtuelle. Mais selon sa position, c'est quelque chose de très similaire. David Chalmers, un philosophe contemporain renommé, est allé plus loin dans ses réflexions. Dans son ouvrage The Virtual and the Real,
Il examine la question de savoir si les objets et environnements virtuels peuvent être considérés comme faisant partie de la vraie réalité. Chalmers affirme que les objets virtuels sont de véritables objets numériques et que la réalité virtuelle est une forme de vraie réalité. Chalmers aborde cette question du point de vue de la métaphysique et de l'épistémologie, affirmant que les mondes virtuels ne sont pas moins réels que les mondes physiques. Les objets virtuels, selon lui, existent sous forme numérique, mais ils ont leurs propres propriétés et interactions qui peuvent être étudiées et décrites de la même manière que les objets physiques. Il considère que les objets numériques ont un impact réel sur les utilisateurs et peuvent provoquer de véritables émotions, interactions et événements. De plus, Chalmers souligne que la vie dans des mondes virtuels peut avoir autant de valeur que la vie dans des mondes non virtuels. Il cite des exemples de personnes qui passent une grande partie de leur temps dans des environnements virtuels, travaillant, communiquant, se divertissant et développant même des relations interpersonnelles profondes. Selon lui, si ces expériences et interactions sont importantes et significatives pour une personne, il n'y a aucune raison de les considérer comme moins réelles ou moins précieuses que les expériences dans le monde physique. Chalmers examine également les aspects éthiques et sociaux de la vie dans des mondes virtuels. Il soutient que la réalité virtuelle peut devenir un élément important de notre vie et de notre société, et que nous devons prendre en compte son impact sur notre compréhension de la réalité, des valeurs et de la morale. Par exemple, les questions concernant les droits et les devoirs dans les mondes virtuels, ou les principes éthiques qui devraient guider nos interactions dans de tels environnements. Mais la philosophie est une chose, voyons ce que la science en dit. Cependant, si le monde est vraiment virtuel, les points de vue scientifiques auront la même valeur que les points de vue philosophiques. Donc encore une fois, les effets quantiques. Nous savons que l'effet de l'observation change l'état d'une particule élémentaire, et pas seulement d'une particule élémentaire. Et cela ne change pas seulement, mais manifeste la particule dans notre monde. Autrement dit, avant l'observation, elle n'était rien, une onde, une multitude de possibilités. Et seule la tentative de la mesurer ou le contact avec une autre particule la rendent réelle. Imaginez qu'une particule existe en plusieurs endroits simultanément comme une possibilité, et nous ne pouvons pas dire exactement où elle se trouve. Cela s'appelle la superposition. Mais dès que nous essayons de la voir ou de la mesurer, elle choisit un endroit et devient une réalité que nous pouvons percevoir. Ce phénomène est appelé l'effondrement de la fonction d'onde. Ce principe de la mécanique quantique remet en question notre compréhension traditionnelle de la réalité. Il s'avère que sans observateur, la particule existe dans un état indéterminé. La réalité que nous percevons se forme au moment de l'observation. Ainsi, l'observateur joue un rôle important dans la détermination de l'état des particules et, peut-être, de tout l'univers. Par exemple, l'expérience célèbre de la double fente montre que les particules de lumière, photons, se comportent comme des ondes lorsqu'elles ne sont pas observées, créant un motif d'interférence. Mais lorsque nous les observons, elles commencent à se comporter comme des particules distinctes et le motif d'interférence disparaît. Cela montre comment l'observation elle-même modifie le comportement des particules. Mais la réaction à l'observation peut également être l'un des signes de la virtualité. Il y en a aussi d'autres. Le principe cosmologique affirme que l'univers est homogène et isotrope à grande échelle, c'est-à-dire qu'il apparaît le même dans toutes les directions. Cela signifie que peu importe où nous regardons dans l'univers, sa structure et la distribution de la matière doivent être identiques. Cela semble étrange si l'on considère que le Big Bang aurait dû se produire avec une certaine inégalité, créant des inhomogénéités dans la distribution de la matière et de l'énergie. Le Big Bang, qui s'est produit il y a environ 13 milliards 8 dixièmes d'années, est considéré comme le début de notre univers. La théorie du Big Bang suggère qu'au début, l'univers était très chaud et dense, puis s'est étendu et refroidi. Pendant ce temps, des fluctuations de petites inégalités dans la densité de la matière auraient dû se former, ce qui a conduit à la formation de galaxies, d'étoiles et de planètes. Cependant, à grande échelle, nous observons une homogénéité et une isotropie presque parfaites. Si l'on envisage la possibilité que notre univers soit une simulation, cette homogénéité pourrait être le résultat d'un design intentionnel. Imaginez que l'univers ait été créé par des programmeurs cherchant à assurer un environnement stable et prévisible, un univers homogène et isotrope et pratique pour effectuer des observations et des recherches scientifiques.
car ses propriétés ne changent pas en fonction de la direction de l'observation. Si l'univers est une simulation informatique, ses concepteurs auraient pu le rendre volontairement homogène et isotrope pour simplifier le processus de modélisation et créer un environnement plus stable pour les habitants de ce monde. Un tel environnement permet aux civilisations de se développer, d'explorer les lois de la physique et de construire des théories scientifiques qui n'auraient aucun sens dans un univers inégal et chaotique. De plus, maintenir l'homogénéité et l'isotropie pourrait être une solution technique pour éviter de nombreuses complications liées à la simulation de systèmes complexes. L'homogénéité facilite la prévision et le contrôle des processus dans l'univers, assurant un développement plus fluide et prévisible des événements. Ainsi, l'homogénéité et l'isotropie de notre univers pourraient ne pas être simplement des propriétés aléatoires, mais un choix conscient des concepteurs de la simulation visant à créer un environnement stable et prévisible dans lequel mon chat Martin peut observer l'existence et le développement d'êtres comme nous. Un autre argument en faveur de l'hypothèse de la simulation est le réglage fin de l'univers. Les constantes physiques, telles que la constante gravitationnelle, la vitesse de la lumière, la charge de l'électron et d'autres, ont des valeurs précises qui permettent la vie. Même un petit changement de ces valeurs rendrait notre univers invivable. Imaginez que la constante gravitationnelle soit légèrement plus grande ou plus petite. Dans ce cas, soit les étoiles ne pourraient pas se former du tout, soit elles s'éteindraient rapidement, ne laissant aucune chance à la formation de planètes et au développement de la vie. De même, un changement de la vitesse de la lumière ou d'autres constantes fondamentales entraînerait des changements dramatiques dans les processus physiques qui rendent la vie possible. Il existe différentes explications à ce phénomène. L'une d'elles est que notre univers n'est qu'un parmi de nombreux univers possibles dans ce que l'on appelle le multivers. Selon cette hypothèse, chaque univers a ses propres constantes physiques, et nous vivons simplement dans celui où les conditions se sont avérées par hasard favorables à la vie. Cela ressemble à la sélection naturelle. Il existe des millions d'univers possibles, mais seulement quelques-uns d'entre eux peuvent supporter la vie. Cependant, certains scientifiques pensent qu'une explication plus probable est que ces constantes ont été intentionnellement réglées par les créateurs de la simulation pour assurer un environnement stable pour la vie. Ils suggèrent que les créateurs de la simulation, peut-être des civilisations hautement avancées, ont choisi ces valeurs des constantes physiques pour créer un univers capable de supporter des structures complexes et le développement de la vie intelligente. Ce réglage fin des constantes physiques ressemble à un résultat de planification minutieuse, ce qui nous permet de considérer l'hypothèse de la simulation comme une explication sérieuse de l'existence de notre univers. Ainsi, le réglage fin des constantes physiques pourrait ne pas être une coïncidence, mais le résultat d'un design intentionnel, soulignant une fois de plus la possibilité que notre univers soit une simulation complexe et soigneusement planifiée. Par exemple, mon chat Martin est un parfait exemple de ce principe. Il peut manger une saucisse de n'importe quelle taille et rester affamé après. Cela ne pourrait pas se produire par hasard. Ensuite, le principe holographique est une théorie qui suggère que toutes les trois dimensions de notre univers peuvent être décrites par une information bidimensionnelle stockée à l'horizon de l'univers. Cela ressemble à un hologramme, où une image tridimensionnelle est créée par une surface bidimensionnelle. Selon cette théorie, tous les processus physiques et les propriétés de notre monde tridimensionnel peuvent être représentés sous forme de données bidimensionnelles contenues à la surface de l'univers. Imaginez que notre univers est un immense hologramme. Comme dans le cas d'un hologramme, où une image tridimensionnelle est créée à partir d'un enregistrement bidimensionnel, notre univers tridimensionnel pourrait être une projection d'une information bidimensionnelle. Cela signifie que tout ce que nous voyons et ressentons pourrait être simplement une ombre ou un reflet d'une réalité plus profonde qui existe à l'horizon de l'univers. Ce principe offre une nouvelle perspective sur la nature de la réalité. Si notre univers est effectivement holographique, cela signifie que notre réalité n'est qu'une projection semblable à une image sur un écran d'ordinateur qui est une projection d'une information numérique. Tout ce que nous percevons comme espace et temps pourrait être une illusion créée par une information bidimensionnelle. Le principe holographique peut également expliquer certains phénomènes mystérieux en physique, comme le comportement des trous noirs.
Les scientifiques pensent que l'information sur tout ce qui tombe dans un trou noir pourrait être stockée à sa surface sous forme d'un enregistrement bidimensionnel. Cela concorde avec l'idée que toute l'information de l'univers pourrait être codée à son horizon. L'idée du principe holographique est née des recherches en théorie quantique des champs et en théorie des cordes. Elle a été proposée pour la première fois par le physicien Gerhard 't Hooft en 1993. Et cette idée a ensuite été développée et popularisée par Leonard Susskind. Ils ont proposé que toute l'information sur les objets dans l'espace tridimensionnel pourrait être codée sur une surface bidimensionnelle, de la même manière qu'un hologramme code une image tridimensionnelle sur un film bidimensionnel. Cette théorie est soutenue et développée par de nombreux physiciens et théoriciens contemporains. Par exemple, João Maldacena a proposé une réalisation mathématique spécifique du principe holographique dans son travail sur la correspondance ADS-CFT. Ces recherches ont montré comment les théories gravitationnelles, dans certains types d'espaces, peuvent être équivalentes aux théories quantiques des champs à leurs frontières. En conséquence, le principe holographique non seulement propose une nouvelle compréhension de l'univers, mais renforce également la possibilité que notre réalité soit une simulation ou une projection d'une structure plus profonde. Cela nous rappelle que notre perception de la réalité peut être limitée et que la véritable nature de notre existence peut être beaucoup plus complexe que nous ne pouvons l'imaginer. J'ai enfin compris pourquoi mon chat Martin plisse constamment les yeux et cligne des yeux en me regardant. Il semble qu'il attend que mon hologramme disparaisse enfin et que rien ne se tienne entre lui et le réfrigérateur. Enfin, les simulations numériques effectuées sur des superordinateurs modernes peuvent également fournir des arguments en faveur de l'hypothèse de la simulation. Les scientifiques sont déjà capables de modéliser certains aspects de l'univers avec une grande précision. Par exemple, les astronomes utilisent des superordinateurs pour modéliser les processus de formation des galaxies et le développement des structures cosmiques. Ces simulations tiennent compte des interactions complexes entre la gravité, la matière noire, le rayonnement et d'autres facteurs permettant de créer des modèles très précis de l'univers. Si notre progrès technologique se poursuit, il pourrait arriver un moment où nous serons capables de créer une simulation si réaliste que ses habitants ne se douteraient de rien. Déjà, nous voyons comment les technologies informatiques évoluent à un rythme qui nous permet de créer des mondes virtuels de plus en plus réalistes. La réalité virtuelle, l'intelligence artificielle et les ressources informatiques puissantes nous permettent de modéliser des systèmes de plus en plus complexes. Cela soulève la question suivante. Si nous pouvons le faire, peut-être que quelqu'un d'autre a déjà créé notre simulation? Si nous imaginons qu'une civilisation avancée possède des technologies bien supérieures aux nôtres, il est tout à fait possible qu'elle ait pu créer une simulation si réaliste que ses habitants ne pourraient pas la distinguer de la réalité. Une telle simulation pourrait inclure non seulement les lois et structures physiques, mais aussi la conscience et l'autoconscience de ses habitants. Cette idée se reflète dans les débats philosophiques et scientifiques sur la nature de la conscience et de la réalité. Par exemple, le philosophe Nick Bostrom a proposé l'hypothèse de la simulation, selon laquelle, si l'humanité atteint un stade où elle peut créer des simulations extrêmement réalistes, il est très probable que nous vivions déjà dans l'une de ces simulations, créée par une civilisation plus avancée. Ainsi, le développement des simulations numériques sur des superordinateurs modernes ne montre pas seulement nos capacités technologiques, mais soulève également des questions importantes sur la nature de notre existence et la possibilité que notre univers soit un produit de simulation. Mais qu'en est-il des arguments scientifiques en faveur et contre la théorie de la réalité virtuelle? Examinons les arguments scientifiques et techniques. L'un des principaux arguments en faveur est le développement des technologies. Les ordinateurs modernes peuvent créer des simulations très réalistes et ce processus s'accélère. Par exemple, la réalité virtuelle nous permet déjà de nous immerger dans des mondes modélisés avec précision qui peuvent être presque indiscernables de la réalité. Les modèles informatiques des phénomènes naturels, tels que la météo, les processus physiques et même l'évolution des galaxies, deviennent de plus en plus précis et complexes. Elon Musk, célèbre entrepreneur et fondateur des entreprises SpaceX et Tesla, a déclaré lors de la conférence Code Conference en 2016 « La probabilité que nous vivions dans la réalité de base est d'une chance sur 1 milliard ».
Cette pensée repose sur l'hypothèse que si le progrès technologique continue à ce rythme, nous pourrons finalement créer des simulations si réalistes que leurs habitants ne se douteraient de rien. Si cela est possible pour nous à l'avenir, il est tout à fait probable que d'autres civilisations plus avancées aient déjà atteint ce niveau et aient créé des simulations dans lesquelles nous pourrions vivre. Le développement des technologies soulève également des questions sur les aspects éthiques et philosophiques de la création de telles simulations. Les habitants des simulations ont-ils les mêmes droits que leurs créateurs? Comment pouvons-nous distinguer la réalité de la simulation? Ces questions deviennent de plus en plus pertinentes avec le développement des technologies informatiques et de l'intelligence artificielle. Après ces mots, mon chat Martin a de nouveau écarquillé les yeux et s'est tapé le front avec sa patte. Je ne comprends pas pourquoi il réagit toujours ainsi aux propos de M. Musk. Une anomalie inexplicable. Néanmoins, le développement des technologies fournit des arguments solides en faveur de l'hypothèse de la simulation, et les propos de personnalités célèbres comme Elon Musk renforcent cette idée, nous obligeant à réfléchir sérieusement à la nature de notre existence. D'un autre côté, il y a des arguments contre. Tout d'abord, il n'y a pas de preuve concrète que nous vivons dans une simulation. Bien que la théorie de la simulation ait certains aspects convaincants, aucun d'entre eux ne constitue une preuve définitive. Pour l'instant, toutes les affirmations reposent sur des hypothèses et des conjectures, et non sur des données empiriques solides. La communauté scientifique n'a pas encore trouvé de signes ou de preuves concrètes indiquant que notre univers est une simulation. Deuxièmement, bien que les technologies se développent, elles sont encore loin de créer un univers complet. Même les superordinateurs modernes les plus puissants ne peuvent modéliser que des aspects limités de la réalité avec une précision relativement faible. La création d'une simulation complète de l'univers, incluant la conscience et des interactions complexes à tous les niveaux, reste hors de portée des technologies actuelles et pourrait le rester encore longtemps. Troisièmement, même si nous vivons dans une simulation, cela ne change pas notre vie quotidienne. Nos sensations, émotions et interactions restent réelles pour nous, quelle que soit la nature de l'univers. Même si nous découvrons que nous faisons partie d'une simulation, cela ne changera pas la signification de nos expériences et de nos actions. Nous continuerons à vivre, travailler, aimer et nourrir mon chat Martin de la même manière. En d'autres termes, l'hypothèse de la simulation, même si elle est vraie, a peu d'impact sur nos réalités et modes de vie quotidiens. Nick Bostrom, philosophe suédois, dans son article « Are you living in a computer simulation ?», a proposé l'hypothèse qu'un des trois scénarios est vrai. Aucune civilisation n'atteint un niveau de développement technologique suffisant pour créer des simulations. Aucune civilisation n'est intéressée par la création de simulations, ou nous vivons presque certainement dans une simulation informatique. Bostrom estime que si les deux premiers scénarios sont peu probables, nous devons sérieusement envisager la possibilité que nous vivions dans une simulation. Ces trois scénarios forment ce que l'on appelle le trilemme de Bostrom. Le premier scénario suppose que toutes les civilisations disparaissent ou subissent une catastrophe avant d'atteindre un niveau de développement technologique suffisant. Cela peut être le résultat de l'autodestruction, de cataclysmes naturels ou d'autres facteurs qui rendent le progrès technologique impossible. Le deuxième scénario suppose que les civilisations avancées, même après avoir atteint le niveau technologique nécessaire, ne sont pas intéressées par la création de simulations. Peut-être considèrent-elles cela comme non éthique ou ne voient-elles simplement aucun intérêt à le faire. Le troisième scénario affirme que si les deux premiers scénarios sont peu probables, alors il est très probable que nous vivions déjà dans une simulation. Cela est étayé par l'argument selon lequel les civilisations avancées pourraient créer un grand nombre de simulations et notre monde pourrait en être une. Bostrom estime que cette hypothèse mérite une attention sérieuse, car si les deux premiers scénarios ne sont pas convaincants, le troisième devient extrêmement probable. Il propose que nous devrions explorer cette possibilité et comprendre ses implications pour notre compréhension de la réalité et notre place dans l'univers. Il est difficile de prouver que les deux premières théories sont peu probables. Une civilisation pourrait-elle ne pas être intéressée par la virtualisation pour une raison quelconque? Max Tegmark, auteur du livre Our Mathematical Universe, My Quest for the Ultimate Nature of Reality, considère l'idée de simulation
comme l'une des possibilités pouvant expliquer la structure de notre univers. Il affirme, si notre univers est une simulation, nous devrions voir des structures mathématiques qui l'indiquent. Tegmark, physicien et cosmologiste, propose que la base de notre univers pourrait être profondément mathématique. Il pense que si notre univers est vraiment une simulation informatique, alors toutes les lois physiques et constantes doivent être exprimées à travers des structures mathématiques, qui pourraient être utilisées par des programmeurs pour créer la simulation. Dans ses recherches, Tegmark attire l'attention sur la manière dont les modèles mathématiques décrivent parfaitement les phénomènes physiques. Des lois de la gravité à la mécanique quantique, les formules mathématiques prédisent avec précision le comportement de l'univers. Cela est cohérent avec l'idée que notre univers pourrait être construit sur des bases mathématiques, intentionnellement conçues par les créateurs de la simulation. De plus, Tegmark suggère que certaines anomalies ou propriétés spécifiques des lois physiques pourraient être des signes indiquant que nous vivons dans une simulation. Par exemple, certaines incohérences dans les théories physiques ou des résultats expérimentaux inattendus pourraient indiquer des bugs ou des limites de la simulation. Ainsi, pour Tegmark, l'idée de simulation n'est pas simplement une hypothèse, mais une question scientifique pouvant être explorée à travers l'analyse des structures mathématiques et des lois physiques. Si nous pouvons trouver des preuves de telles structures, cela pourrait constituer un argument solide en faveur de l'hypothèse de la simulation. Neil deGrasse Tyson, célèbre astrophysicien, envisage également l'hypothèse de la simulation comme possible. Il souligne « L'idée que notre univers pourrait être une simulation a du sens du point de vue du développement technologique. » Tyson note que si l'on considère les incroyables avancées technologiques que l'humanité a déjà réalisées et imagine leur développement futur, il devient clair que la création de simulations extrêmement réalistes pourrait être possible. Les technologies informatiques modernes nous permettent déjà de créer des mondes virtuels complexes et des simulations de plus en plus réalistes. Il souligne également que nous repoussons constamment les limites de ce que nous pouvons modéliser et simuler. Par exemple, dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'informatique, nous créons déjà des systèmes capables d'imiter la pensée et le comportement humain. Cela donne à penser que dans le futur, nous pourrons créer des simulations si réalistes que leurs habitants ne sauront pas qu'ils en font partie. Tyson souligne que si nous envisageons la possibilité que nos descendants technologiques ou d'autres civilisations avancées aient déjà créé de telles simulations, alors la probabilité que nous vivions dans l'une d'elles devient très élevée. En conséquence, l'hypothèse de la simulation semble logique du point de vue du développement technologique et mérite une attention sérieuse. Brian Greene, physicien théoricien et auteur du livre The Fabric of the Cosmos, Space, Time and the Texture of Reality, étudie également la possibilité de simulation dans le cadre de ses recherches sur la mécanique quantique et la théorie des cordes. Il affirme « La simulation peut être une conclusion logique des théories de la mécanique quantique et de la théorie des cordes. » Greene explore des questions fondamentales sur la nature de l'espace, du temps et de la réalité, et son travail en mécanique quantique et en théorie des cordes ouvre de nouvelles possibilités pour comprendre notre univers. La mécanique quantique montre que, au niveau le plus profond, la réalité est très étrange et non intuitive. La théorie des cordes, qui tente de concilier la mécanique quantique avec la théorie de la gravitation, propose également de nouvelles perspectives sur la nature de la réalité. Selon cette théorie, les particules fondamentales ne sont pas des objets ponctuels, mais de minuscules cordes vibrantes. Ces cordes peuvent exister dans des espaces multidimensionnels et leurs interactions créent ce que nous percevons comme la réalité. Greene suggère que si la mécanique quantique et la théorie des cordes décrivent effectivement la nature fondamentale de notre univers, alors la possibilité d'une simulation devient plus probable. La simulation pourrait être un moyen de réaliser les processus quantiques et cordés complexes que nous observons. Cela signifie que notre univers pourrait être le résultat d'une simulation haute technologie où tous ces processus ont été soigneusement modélisés. Comme nous le voyons, les recherches de Brian Greene montrent que l'idée de simulation non seulement s'accorde avec les théories physiques modernes, mais peut également en être une conclusion logique. Cela souligne l'importance de continuer à explorer ces questions et de rechercher des signes possibles de simulation dans la structure de notre univers.
Alors, si nous vivons dans une simulation, comment cela affecte-t-il notre vie? Les questions philosophiques sur la nature de la réalité deviennent encore plus complexes. Nous devons reconsidérer les bases de notre existence et le rôle de la conscience dans la création de la réalité. Nos actions et nos choix sont-ils vraiment libres, ou suivons-nous simplement un scénario prédéterminé? Ces questions peuvent nous amener à réfléchir profondément sur le sens de la vie et notre place dans l'univers. Les questions éthiques prennent également une nouvelle dimension. Qui est le créateur de notre simulation et quelles sont ses intentions? Si notre univers est vraiment une simulation, nous devons réfléchir aux motivations et aux objectifs de ceux qui l'ont créé. Sont-ils des observateurs bienveillants, cherchant à étudier le développement de la vie, ou leurs intentions sont-elles moins nobles? Comment devrions-nous nous comporter envers les créateurs de la simulation, et avons-nous droit à l'autonomie et à l'autodétermination dans le cadre de cette simulation? Et bien sûr, l'impact psychologique ne doit pas être sous-estimé. L'idée que notre vie n'est qu'une simulation peut provoquer à la fois des crises existentielles et des réflexions éclairées. Pour certaines personnes, cette idée peut devenir une source d'angoisse et de doute, les amenant à remettre en question l'authenticité de leurs expériences et interactions. D'autres, au contraire, peuvent y trouver une source d'inspiration, considérant leur vie comme faisant partie d'une grande expérience ou d'un jeu, offrant de nouvelles possibilités d'amélioration personnelle et de créativité. En fin de compte, la prise de conscience que nous pourrions vivre dans une simulation peut conduire à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Cela peut nous inciter à poser des questions plus fondamentales et à chercher la vérité, même si elle se trouve au-delà de notre compréhension actuelle. Que nous fassions partie d'une simulation ou non, la quête de la connaissance et de l'introspection reste une composante essentielle de notre existence. Pouvons-nous le savoir avec certitude? Les scientifiques cherchent des moyens de détecter des erreurs ou des artefacts dans notre réalité qui pourraient indiquer que nous vivons dans une simulation. Une approche consiste à examiner les constantes physiques fondamentales et les lois pour trouver des anomalies ou des incohérences qui pourraient résulter de limitations ou d'erreurs dans le code de la simulation. Une autre approche consiste à étudier les phénomènes quantiques, tels que l'intrication et la superposition, pour rechercher des signes de possibles bugs dans le système. Cependant, même si nous vivons dans une simulation, nos limitations technologiques peuvent nous empêcher de le découvrir. Les technologies que nous possédons aujourd'hui peuvent ne pas être suffisamment avancées pour détecter de tels signes subtils. De plus, si la simulation a été créée par une civilisation extrêmement avancée, elle pourrait être si parfaite que toute tentative de la détecter serait vaine. Comme l'a dit Neil deGrasse Tyson, il n'y a aucun sens à douter de votre réalité si vous n'en avez pas d'autre. Cela signifie que même si nous soupçonnons que nous vivons dans une simulation, tant que nous n'avons pas de preuves concrètes ou de moyens de sortir de cette simulation, notre expérience quotidienne reste pour nous la seule base réelle. Nous continuons à vivre, travailler et interagir dans un monde que nous percevons comme réel, quelle que soit sa nature possible en tant que simulation. Ainsi, la question de savoir si nous pouvons savoir avec certitude que nous vivons dans une simulation reste ouverte. Cependant, la recherche de réponses à cette question stimule le développement de la science et de la technologie et nous pousse également à une compréhension plus profonde de la nature de la réalité et de la monumentale présence de mon chat Martin en elle.